Au fil du temps, des rencontres, de l'eau et des travaux agricoles, Philippe Dupas, documentariste local, nous fait partager son regard sur la vie chanitoise. Laissez-vous tenter par ces balades au fil du salon, partez à la rencontre de ses habitants, infatigables raconteurs d'histoires, pour effeuiller avec eux les différentes vies de la vallée. Riche d'histoire dont les traces sont encore perceptibles, la vallée du Salon poursuit son cheminement au travers du temps. Embarquons-nous pour ce voyage captivant et remontons à l'âge de pierre, en compagnie des archéologues chargés des fouilles préventives en 2011 sur le site de la Sillac de Champy-de-la-Ville. Nous sommes dans les dernières heures du chantier, nous attendions à une petite villa vraisemblablement très arasée et au final, en plus des grandes voies gallo-romaines que nous avons retrouvées, nous avons découvert toute une zone artisanale avec des éléments de moulin hydraulique, un four à cuisson de canalisation en terre cuite. À côté de ça, nous avons les bâtiments qui s'étendent sur plus de 70 mètres de long, qui servaient vraisemblablement d'habitation. Et la grande surprise a été de découvrir un sanctuaire plutôt un lieu de culte, un fanum, qui se trouve au milieu, enserré par les voies, qui se trouve au milieu de la parcelle que nous avons étudiée. Ouais, donc sur ce site, il a été trouvé quelques vestiges de l'âge du bronze. Malheureusement, ce niveau est très érodé soit par l'action des labours à certains endroits, soit aussi par des limons de débordement qui ont considérablement arasé ce niveau. Néanmoins, on a mis au jour un restant de fosse. Sa fonction est encore indéterminée. Est-ce que c'était une fosse dépotoir, une fosse avec une fonction, je dirais, plus définie en termes de cultuel ou autre chose? Ça, ce sera à voir en post-fouille, dans les analyses et dans les études approfondies, qui a permis, en tout cas, de fournir énormément de vases de l'âge du bronze final. Alors, qu'est-ce que l'âge du bronze final? C'est une période qui se situe aux environs de 850-800 avant Jésus-Christ, juste avant la découverte du fer qui fera tout doucement avancer l'homme sur le fameux âge du fer. Voilà. Voilà, ici on vient de terminer donc la fouille d'une structure probablement du Haut Moyen-Âge, une structure assez typique de cette période, avec une cabane ou une petite construction semi-enterrée. Donc ça se matérialise par une grande fosse profonde de 50 ou 60 cm, avec malheureusement assez peu de mobilier archéologique dedans. Et puis une fois que cette fosse est vidée, eh bien, on voit apparaître au sol la structure de poteaux qui permettait ensuite une élévation en matériaux légers, terre et bois. C'est ce qu'on voit ici au fond du trou. C'est-à-dire 6 petits trous de poteaux qui sont donc les marques, les seuls vestiges des poteaux qui structuraient ensuite probablement cette cabane. Ici une autre structure probablement aussi du début du Moyen-Âge ou de la toute fin de l'Antiquité. On sait ça parce qu'il s'agit d'une grande fosse d'au moins 2 mètres de diamètre qui a coupé, qui a détruit une partie des structures antiques, une partie de la voie et une partie d'un canal ou d'une canalisation antique qui passait à cet endroit-là. Moyen-Âge aussi, parce que début du Moyen-Âge, parce qu'on a trouvé dans cette fosse
certain nombre de fragments de céramique qui permettent de rattacher donc, cette fosse à cette période-là de l'histoire. C'est surtout des bords de peau, de la céramique commune, des pots à cuire. Et puis également quelques fragments d'os animal lissé avec un petit décor, des petits ustensiles de la vie de tous les jours qu'on a pu retrouver dans cette fosse, dans le remplissage de la fosse, et qui nous permettent donc de proposer des datations pour ces structures. Voilà, donc ces grandes fosses en creux sont, on en a quelques-unes sur le site, ce sont parmi les seuls vestiges qu'on a de l'occupation de cette période, donc de la fin de l'Antiquité et du début du Moyen-Âge. Nous arrivons en fait vers le Fanum, donc le lieu de culte gallo-romain. Et ce qu'on peut voir ici, c'est des murs fantômes, donc tous les moellons, comme beaucoup de murs, ont été récupérés. Donc ce qui nous reste, c'est vraiment des comblements, on voit avec des éléments de démolition, des tuiles et tout. Et là, donc, je pénètre dans un premier carré qui délimite vraiment le bâtiment du temple. Là, je suis à l'angle nord-est. Et plus j'avance, en fait, plus j'avance vers le centre du temple, là, donc je passe vraiment d'une zone profane à une zone sacrée. Et là, à peu près ici où je me trouve, je suis à l'angle du deuxième carré, donc les fanums, c'est deux carrés concentriques, et juste devant moi, en fait, se trouve le lieu saint, le plus sacré du fanum. Donc là, je suis vraiment dans la pièce où se trouvait la divinité, où on avait, et on voit ici, en fait, la fameuse base centrale qui venait, qui est le cœur du cœur de ce lieu de culte. Donc on voit, elle a une forte épaisseur, on peut imaginer toutes sortes de choses là-dessus, mais en particulier une statue de divinité, alors en bronze, en toutes sortes. On n'a retrouvé quasi aucun élément qui nous permet de dire à quel dieu était dédié ce temple, ce fanum. Orlaville s'étend le plus ancien monument de Champlitte. C'est le couvent des Augustins, qui a été fondé par Jean de Vergy à la fin du XIVe siècle. Jean de Vergy a donné un manoir qu'il possédait à cet endroit. Il possédait également sa grande vigne seigneuriale. C'est cet ensemble qu'il donna aux Augustins. Les Augustins fondèrent leur église, un cloître, un bâtiment des hôtes, et aujourd'hui, il ne reste plus que la moitié du cloître. L'église a été détruite et il reste également la chapelle Saint-Sébastien et la chapelle Notre-Dame. Cloisonné après la Révolution, le cloître avait été transformé en poulailler, en bûcher, voire même en logement. Et les fenêtres ont été pratiquement toutes démolies au XVIIe siècle lorsque les Français ont attaqué la Franche-Comté, qui à l'époque était une possession espagnole. Les fenêtres de la salle du chapitre, les fenêtres de la salle du chapitre ont été bouchées totalement et attendent d'être restaurées comme elles l'étaient avant l'incursion des armées à la solde du roi de France. Aujourd'hui, une patiente restauration permet de redonner au cloître son aspect originel. On distingue dans le cloître certains éléments décoratifs qui sont assez rares dans des couvents d'Augustins, qui sont des couvents mendiants, donc très simples, tels que les culots qui représentent des têtes humaines. Le dortoir des moines a été cloisonné à nouveau au XIXe siècle pour en faire une sorte de HLM. Et ces logements ont été loués jusqu'au milieu du XXe siècle. Les dalles de l'église, qui étaient des pierres tombales,
ont été enlevés de l'église au moment de sa destruction et ont servi à construire des cheminées dans les nouveaux logements qui ont été installés à la place du dortoir. En descendant l'escalier qui conduisait au dortoir, qui a été construit en 1629, on arrive à l'enclos qui entourait le couvent. Cet enclos était majoritairement planté en vigne. Au milieu de l'enclos se trouvait la vendangerie, sous laquelle s'étend une immense cave. L'enclos est entouré de pierres sèches, d'un mur en pierre sèche, qui est en cours de restauration. La vendangerie, et en particulier la cave, permettait d'entreposer toutes les productions de l'enclos et également de celles qui provenaient du vignoble de Champlitte, dans lequel les Augustins avaient de nombreuses parcelles. Il y avait la machine à coudre devant la fenêtre, parce qu'elle faisait de la couture. Elle donnait des leçons de couture. Les filles de l'école venaient le jeudi à la leçon de couture, ici. Les garçons, non. C'est un avantage. Celle qui nous branchait le téléphone. Elle est morte peut-être dans les années 60-70. Il faut chercher à l'état civil. C'était mademoiselle Lévesque. Et puis elle allait porter les dépêches dans le village, comme ça, ou bien aux fermes, elle envoyait quelqu'un, c'était souvent un de nous, quoi. On montait aux fermes. Autrement, les gens venaient téléphoner ici, ou bien alors les abonnés, ils téléphonaient depuis elle passait la communication avec des jacks. Il y avait 4 jacks. Et elle avait sa chambre à coucher ici alors? Ah oui, elle couchait là, le lit était là. Juste là? Oui, là c'était le lit. À côté de la chambre, on n'y entrait jamais. Elle vivait dans cette pièce-là. Le fourneau, le placard. Cette cabane a été construite par les premiers carriers et tailleurs de pierre. Ils ne séjournaient pas sur place. Ils servaient pour ranger leurs outils, leur repas et pendant les intempéries. Cette carrière avait de l'importance. C'est une pierre très dure qui servait pour les grands travaux. Église, pont, 1835, fontaine, calvaire, lavoir, tour de porte et fenêtres. Il existe une maison où le sculpteur y a gravé son nom sous le socle de la fenêtre, Morisot Pommeret. Il était sculpteur. J'ai connu un des derniers, il était très vieux, et moi, 3-4 ans. Son nom était Hutinet, mais tous l'appelaient le jaune, car il avait les cheveux roux. Et après, la cabane est restée vide quelque temps,
Et il est arrivé un espèce de vagabond qui venait on ne sait d'où. Il s'est installé à la cabane et a commencé à traîner dans les bistrots qui existaient déjà. Il a offert des allumettes qu'il fabriquait avec du soufre et du phosphore. Les gens étaient réticents, des allumettes de contrebande. Il a fini par avoir une petite clientèle. Il avait un havresac en bandoulière sous une grosse veste. Il ne sortait que le soir, visitait les fermes et les villages environnants. Plusieurs fois, il a eu affaire à la maréchaussée, mais il arrivait toujours à se faufiler, connaissant toutes les issues possibles. Et un beau jour, il a disparu comme il était venu. À peu près toute l'histoire qui m'a été contée par les anciens. Et après, la cabane s'est vraiment détériorée. Et les agréables moments passés à la rénovation, ceux qui y ont participé ont un bon souvenir. Pour moi, un jour de mon anniversaire, la journée avait été très bien arrosée, mais ne venait pas du ciel. Ce qui fait plaisir, c'est de voir que beaucoup de gens vont la visiter. C'est un grand plaisir pour nous. Ce musée, l'idée m'en est venue dès ma jeunesse. J'ai toujours été attiré par cette vie rurale et ses traditions. Et j'avais remarqué, adolescent, que ces traditions étaient en voie de disparition, qu'il y avait vraiment déjà une émulation par l'apparition du machinisme dans l'agriculture, donc une transformation. Et ce qui me fait plaisir, c'est que parmi les visiteurs, j'en ai plus de la moitié de jeunes. J'ai continuellement des jeunes dans ce musée. Donc c'est un signe que les jeunes sont vivement intéressés par cette sauvegarde des souvenirs du passé, d'un passé qui est tout proche de nous, il faut le dire tout de même, hein, et d'un passé qui touche toute la vie populaire de nos régions. Donc je ne pense pas avoir fichu un coup de sabre dans l'eau, mais au contraire avoir servi la génération présente, et c'est l'avenir. Alors, je trouve beau, hein, une décoration plus d'inspiration, me dit-on, lorraine, toujours assis, et celui qui couchait là avait chassé les loups au début, dans sa jeunesse, voilà. Puis c'était un piégeur continuel, voilà. Et il m'avait toujours dit quelque chose qui m'avait fait rigoler, parce que il m'a dit, cette nuit, je suis sorti, j'ai fait pipi, sa mère venait dessus, j'ai dit le temps va changer. Ah. Voilà. Une petite photo qui était celle de mendiant, très célèbre dans les Vauchonnoises, et de l'autre côté, dans la vallée de la Moselle, ils s'appelaient les tampons, parce qu'ils étaient noirs comme des tampons de fourneau. Donc on voit le père, la mère, les gosses, puis la petite fille qui est dans une caisse à savon, vous voyez, qu'on traînait, il y a de la neige. Et en discutant, on me dit, vous savez, la petite là, elle existe encore, elle est dans une roulotte, au bord du tas d'ordures
du Tillot, pour ceux qui connaissent ces coins-là. Alors on s'est dit, on va aller la voir avec cette photo-là. Puis on lui dit, on a eu du mal d'entrer. Bon. Il y avait des raisons, des fois elle prenait un petit verre en trop. Mais elle nous a ouvert la porte, on lui a montré la photo. On a dit, est-ce que vous reconnaissez vos parents? Et elle s'est mise à pleurer, parce qu'elle n'avait pas de souvenirs, quoi. Et elle nous a dit, on lui a demandé qu'elle nous parle quand elle était jeune, enfin tout ça. Et elle a dit quelque chose pour moi important, je ne savais pas que mon histoire pouvait vous intéresser. Eh bien, le musée peut être aussi un message pour dire que votre histoire nous intéresse. Il n'y a pas d'histoire insignifiante. Donc d'abord, j'ai bien connu ceux-là. Un homme très bon. Il m'avait dit qu'un jour, il y avait les hirondelles qui venaient chez lui, un couple d'hirondelles, et un jour au printemps, vers le, vous voyez, au mois de mai, là, il n'en a vu venir plus qu'une. Et il dit, j'ai été très ému de ne plus voir qu'une seule qui était là, parce que j'étais habitué à mes hirondelles. Quelquefois, des objets ici qui sont remplis d'émotions, ce qui ne nous empêche pas aussi de faire un travail scientifique, quoi, hein, mais la rencontre des gens est toujours émouvante et là, elle nous a appris beaucoup de choses.